et des professionnels aguerris pour vous aider à relever vos défis de performance. Vous avez besoin de formations pratiques et de haut niveau en management et en marketing? Besoin de faire auditer votre organisation? Besoin de recruter du personnel ou d'évaluer vos ressources humaines? Besoin de planification stratégique? Voulez-vous mobiliser votre équipe autour d'une vision partagée? Quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre entreprise ou au sein de votre institution, AK International Consulting a une solution pour vous. N'hésitez pas à nous contacter au plus 228 22 43 97 06 ou 99 99 94 14 ou encore au 90 96 95 33 ou envoyez-nous un email à akinterconsulting@gmail.com ou visitez notre site web au www.ak-interconsulting.com. AK International Consulting, une équipe de professionnels au service de votre performance. IFBC, Institut de formation bancaire Credo. En cours du jour et du soir, l'IFBC vous propose des formations en brevet professionnel. Niveau minimum requis, BAC ou BTS. Premier certificat gradé de banque spécialisé pour particuliers. Deuxième certificat gradé de banque spécialisé pour entreprise. Et le troisième certificat assimilé cadre de banque pour directeur d'agence. L'IFBC vous encadre aussi en des formations modulaires de qualification ou de spécialisation pour les fonctions de caissier ou guichetier de banque ou de microfinance, comptable, agent de marketing et d'assurance, avec possibilité de stage en fait de formation sur place dans la section microfinance de l'IFBC. Pour plus d'informations, sonnez au 00228 22 21 73 50, 90 16 99 27 ou 99 47 18 23. IFBC, adhérez à l'ensemble des principes, notre credo. Connaissez-vous le meilleur du transfert d'argent? Chronocash, c'est facile, rapide, sécurisé et moins cher. Et justement, parlons de moins cher, visitez nos tarifs. Et le plus génial dans tout ça, c'est que c'est le même tarif dans tout l'espace Yomura. Et mieux encore, vous pouvez désormais envoyer et recevoir rapidement de l'argent dans toutes les agences UTB au Togo. Avec Chronocash, des transferts d'argent rapides, fiables et à moindre coût. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à notre émission, à votre émission que vous connaissez déjà. Nous allons ce soir parler un peu des acquis de la COP 22. L'homme, dans ses relations avec la nature, a depuis des millénaires vécu en bonne entente. Mais depuis plusieurs millénaires, nous avons, comme vous le constatez, senti que l'équilibre entre l'homme et la nature, la terre nourricière, cet équilibre n'est plus au beau fixe. Cet équilibre a dépassé les niveaux, allant vers le déséquilibre. D'où plusieurs initiatives novatrices, quand bien même il y avait déjà des initiatives qui étaient prises au niveau continental comme au niveau international, à différentes conférences. Aujourd'hui, il est question de prendre conscience que la terre ne tient plus, l'environnement ne tient plus, d'où toutes les initiatives que nous voyons, dont la dernière fut la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP 22, à Marrakech, au Maroc, du 17 au 18 novembre 2016. Là, plusieurs hautes personnalités y étaient, des chefs d'État, des ONG, des organisations de la société civile, des Nations Unies, pour mettre un terme, ou sinon passer à l'action. Et pour se faire parler de la COP de 22, le bilan et des projets, c'est notre thème, COP 22, bilan et projets. Nous avons avec nous M. Fabrice Ebé, qui est le directeur exécutif, c'est bien ça, de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, ANCE. ANCE, c'est une ONG de développement durable à statut consultatif spécifique, un peu spécial des Nations Unies, c'est bien ça. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Vous avez assisté, sinon en tant qu'observateur, il faut le préciser, à toute cette grande conférence de Marrakech, mais vous êtes un expert dans le domaine des changements climatiques, dans le domaine de l'environnement. La preuve, c'est que vous êtes déjà le directeur exécutif de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, c'est bien ça.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par changement climatique? Si un enfant vous demandait, c'est quoi les changements climatiques? Tout le monde, depuis un certain temps, parle de changement climatique. Et ça lui est parvenu aux oreilles. Merci, M. Aruna Ladja, et merci à la télévision togolaise pour l'opportunité que vous nous donnez de parler des changements climatiques, qui constituent aujourd'hui une actualité. Et tout le monde, personne n'ignore ce mot-là, parce que ça revient tous les jours dans les médias. Disons que les changements climatiques, en termes simples, c'est les mutations profondes qu'on a remarquées sur le climat depuis un certain temps. Pour être simple, si vous regardez aujourd'hui au niveau du Togo, entre-temps on disait que dans la région maritime, il y a 4 saisons. 2 grandes saisons pluvieuses et puis 2 saisons sèches. Donc il y avait 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches. Mais aujourd'hui, si vous regardez, est-ce que vous retrouvez ces saisons-là? On ne les retrouve plus. Parfois, il pleut en saison sèche et parfois en saison pluvieuse, on attend les pluies qui n'arrivent pas. Et il peut arriver aujourd'hui qu'il pleuve à Tikoumé et vous descendez au niveau de Todman, il n'y a plus de pluie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et on se demande, nous sommes où? Il y a la chaleur qui est excessive. Voilà, la chaleur qui est excessive. Aujourd'hui, dans certains pays, il y a les pluies acides. Il pleut et c'est l'acide. Vous voyez ce que ça, il y a l'acide dans la pluie. La mer menace la côte. Voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, avec la montée de la mer, il y a beaucoup, par exemple, les cimetières. On avait vu l'année dernière un chef d'Anéro qui sorti. Se retrouve. Oui, les cimetières se retrouvent dans l'eau. Et les maisons qui se retrouvent dans l'eau. Il y a des inondations qui envahissent les hectares de culture. Et donc, nous avons des vents violents qui ravagent les États. Donc, aujourd'hui, tout cela rentre dans ce qu'on appelle les changements climatiques. Ça suppose qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui. Un dérèglement climatique. Que tout le monde constate. Voilà. Et les glaciers ne cessent de s'effondrer. Alors que ces glaciers étaient un des stabilisateurs du climat. C'est ça. Voilà. Alors, pourquoi nous avons toujours, depuis Fort Belle-Lurette, entendu parler de rencontres sur les changements climatiques? On a parlé de Cancun, de Copenhague, on a parlé de Johannesburg. L'année dernière, c'était Paris. Cette année, maintenant, c'est Marrakech. Pourquoi tant de négociations, tant de rencontres qui préoccupent l'humanité? Oui, vous savez, depuis 1992, vous savez que la Convention sur les changements climatiques, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a été adoptée en 1972 à Rio. Voilà, en 1992, il y a eu le protocole de Kyoto. Ensuite, après Kyoto, on a commencé les négociations pour voir après Kyoto ça sera quoi. Puisque Kyoto, le protocole de Kyoto prenait fin en 2012. Et effectivement, vous savez, les changements climatiques, pourquoi c'est si préoccupant? Parce que les autres conventions, il y en a plusieurs dans le monde des Nations Unies. Pourquoi c'est ça là? C'est justement parce que les changements climatiques sont un domaine sensible. Et parce que c'est la vie des entreprises, c'est la vie des États. Et donc les États... C'est la vie de l'humanité. Et les États ont peur de prendre des engagements élevés parce qu'ils ont peur que ça peut affecter leur économie, ça peut affecter le social. Je vais donner quelques exemples. Regardez, prenons seulement le Togo, un petit pays. Voyons autour de nous aujourd'hui, avec les milliers d'émigrants qui polluent chaque jour. Les véhicules qui viennent au port avec les tuyaux d'échappement qui polluent chaque jour. Si on demande au Togo, ce n'est que quelques exemples, on demande au Togo qu'on vous donne 5 ans, on ne veut plus voir des émigrants, on ne veut plus voir les vieux véhicules. Regardez les entreprises qui rejettent la fumée, c'est visible. Si on donne au Togo 2 ans ou 3 ans, on en fait plus. Et si vous prenez aux États-Unis, en Chine et dans les grands pays, c'est plus. Demandez donc à ces États-là de prendre des engagements pour que d'ici 4 ans, il n'y ait plus d'entreprises qui polluent dans l'air, il n'y a plus de émigrants, il n'y a plus... Vous voyez, c'est lourd. Et vous voyez le coût. Parce que là, il faut accompagner les entreprises pour que les entreprises puissent utiliser les normes moins polluantes. Donc, il faut le matériel. Il faut des coûts énormes. Énorme. Et qui va payer le coût?
de cette reconversion des entreprises, par exemple, vers les modes plus durables. Oui, la reconversion surtout. Donc, voilà pourquoi les États, en signant la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, veulent lutter contre les changements climatiques, mais en allant pas à pas à leur rythme. Mais pour la société civile, c'est préoccupant. Et comme je vous ai dit, c'est compte tenu de tout ce qui entoure les changements climatiques, c'est compte tenu de ça que il y a eu beaucoup de balbutiements. Et vous l'avez déjà dit, on a une convention cadre qui pose les règles minimum, ensuite on a un protocole de Kyoto, ensuite plusieurs négociations à Copenhague, à Coquin, c'était à Johannesburg, avant d'arriver à Paris et à Marrakech. Donc tout cet ensemble-là, vous voyez que le plus souvent, les décisions même des financements, tout ça ont été déjà prises. On va, on revient, et c'est comme on ferait presque du surplace, parce que les États n'avancent pas comme il faut en prenant des mesures énergiques, ambitieuses pour lutter effectivement contre les changements climatiques. Donc il y a effectivement un balbutiement au niveau international en ce qui concerne les négociations climatiques. Oui, la 22e conférence des Nations Unies, ou bien la 22e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP22 s'est tenue à Marrakech du 7 au 18 novembre sous le thème COP22, COP d'action. Quel bilan peut-on faire de cette grande rencontre? Bon, c'est une COP d'action. Peut-être on va analyser pourquoi COP d'action. On peut peut-être en parler plus tard. Mais disons que pour faire un bilan de la COP, disons que bon, le bilan est mitigé parce que ce qui était attendu, on est sorti avec des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce qui était prévu, mais il y a des résultats. Et comme je l'ai dit, moi j'analyse cela dans une perspective de la société civile. Je ne suis pas une institution étatique. Disons que l'accord, un des éléments importants, c'est que l'accord de Paris a été soutenu par l'ensemble des 196 États présents. Et les chefs d'État. Et les chefs d'État. Oui, vous savez, notre président était là. Au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Oui. Donc, disons que les États ont réaffirmé leur engagement par rapport à l'État, à l'accord de Paris. À travers un communiqué énergie, ils ont proclamé leur soutien à l'accord de Paris. Et vous savez pourquoi? Disons un pacte mondial. Voilà, où les gens soutiennent cet accord. Tous les États. Un pacte mondial lutte contre le réchauffement climatique. Et pourquoi ce soutien est important? C'est aujourd'hui, vous savez qu'avec l'arrivée au pouvoir de ces climato-sceptiques, Donald Trump aux États-Unis, qui rejette totalement, n'est-ce pas, cet accord. Et même lors de sa campagne, il est plusieurs fois revenu sur le fait que les États-Unis devraient se retirer s'il gagnait, et maintenant il a gagné. Et donc, cette proclamation de soutien à l'accord, en ce moment précis, par l'ensemble des États, fera de Trump le président isolé. Parce que tous les 196 États disent nous sommes pour l'accord. Donc maintenant, Donald Trump se retrouvera seul s'il veut, n'est-ce pas, remettre en cause l'accord de Paris. Et cette réaffirmation a été faite par tous les États, incluant même les États-Unis. Et je pense que ça, c'est un engagement fort et c'est un résultat important qui a été obtenu de la COP. Ensuite, parmi les 196 États signataires, il y a déjà 111 pays qui ont déjà ratifié et donc qui sont des parties qui vont mettre en œuvre l'accord. Et cela aussi, c'est important parce que si vous voyez dans le domaine dans le monde des Nations Unies, à 1 an, à 2 ans déjà, et vous voyez le nombre d'États qui ont ratifié, c'est déjà important. Et l'accord est déjà rentré en vigueur depuis le 4 novembre. Et je pense que ça, c'est des éléments très importants. Vous voyez aussi un des éléments importants pour cette COP, c'est les financements. Parce que l'accord de Paris a prévu que les États, déjà à Paris, on savait depuis Copenhague, on savait déjà que les États devaient donner 100 milliards par an jusqu'en 2030 pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. Donc, l'accord de Marrakech a confirmé cela. Les États ont pris des engagements pour donner, ont confirmé leur volonté à donner, les pays développés, à donner ces 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour permettre de lutter contre les changements climatiques. Mais disons qu'il y a eu un peu quelques désaccords
en ce qui concerne les questions de financement. Puisque quand bien les États ont confirmé d'apporter ces fonds, une grande partie des fonds est plus va, après Marrakech, plus vers les activités en vue de lutter contre le réchauffement climatique, ce qui n'est pas mal, mais c'est une partie infime qui est allouée aux actions sur l'adaptation des communautés au changement climatique. Donc 16% des 100 milliards iront pour, n'est-ce pas, les activités d'adaptation. Et vous voyez, si vous prenez les États africains... L'adaptation est très importante. Surtout pour les pays africains. L'adaptation n'est pas maîtrisée, voilà. La dégradation va se poursuivre. Et aussi, aujourd'hui, vous voyez les communautés. Je parlais par exemple des changements au niveau de la pluviosité. Si vous voyez aujourd'hui, il ne pleut pas. Ça veut dire qu'il faut accompagner les communautés pour trouver, voilà, qu'est-ce que les communautés vont manger, il faut trouver d'autres semences qui résistent, etc. Il y a même des chercheurs, même au Togo aussi, qui ont prouvé que, vous savez, les moustiques ne piquent normalement que la nuit. Mais ils ont trouvé quelque part au nord, vers Dapan, la femelle peut piquer le jour à cause des changements climatiques. Et vous voyez l'impact. Si les changements et les moustiques qui sont censés piquer entre 23 heures et 4 heures peuvent maintenant piquer toute une journée, vous voyez l'impact. Donc c'est les changements climatiques. Tout ça, c'est les mutations. Donc il faut s'adapter, il faut trouver les mesures pour que les communautés puissent s'adapter à tout cela. Et pour les États africains que nous sommes, comme le Togo, il faut beaucoup d'argent pour l'adaptation au changement climatique. Et les négociations là, de Marrakech n'ont pas permis de faire des avancées puisqu'on est autour de 16% des 100 milliards qui sont alloués, n'est-ce pas, au changement climatique. Il faut dire que l'un de... Cela suppose que nos budgets ont encore des problèmes, ça, puisque nous sommes en train d'avancer avec le peu de moyens que nous avons. Voilà qu'on nous demande encore de mener un autre front. Voilà. Donc, le problème des changements, ça c'est aussi... les États, maintenant, on sait que c'est seulement 16% qui sont alloués au financement climat, à l'adaptation, dont les États doivent rechercher le reste ailleurs. Les États doivent aussi mettre la main à la poche en attendant que les négociations permettent d'avoir des volumes beaucoup plus importants. Oui, mais disons qu'un autre élément important de la COP, c'est les objectifs 2050. Vous savez qu'à la COP aussi, un des résultats, c'est que chaque État est venu avec une contribution prévue et déterminée au niveau national, ce qu'on appelle le CPDN. Et le CPDN, c'est que si vous voyez, le Togo a élaboré son CPDN et a fixé les objectifs à atteindre. Nous allons en parler. Et l'Union européenne, par exemple, a promis faire une réduction des gaz à effet de serre jusqu'à 40% de ce qui avait été, jusqu'en 2030, de ce qui avait été prévu en 90. Vous voyez? Et on a vu malgré tout que, malgré ces contributions, à l'analyse, ça ne peut pas permettre d'atteindre les 2 degrés C qui sont prévus. 2 degrés C. Voilà, la stabilisation du climat, 2 degrés C. Et donc, certains États, dont l'initiative 2050 a été prise. Et la plateforme des stratégies 2050 permet donc, envisage que les États puissent augmenter les engagements pour qu'on puisse atteindre la cible de 2 degrés C. Et vous voyez un État comme l'Allemagne avait donc, lors de la COP 22, présenté une plateforme où elle pense réduire ses gaz à effet de serre jusqu'à 80%. 80% de ce qui avait été prévu. Et les États-Unis même ont présenté aussi un plan de réduction jusqu'à 80%. Non, pour l'Allemagne, c'était 85%. Et les États-Unis, de Obama, c'est malheureux qu'il est en train de partir, envisageait avec ce plan, la plateforme 2050, la réduction des gaz à effet de serre à 80%. Et si vous voyez l'ensemble de toutes ces initiatives, on peut dire que la COP de 22 tend vers l'action, puisque maintenant les États font des contributions en vue d'atteindre des résultats concrets de réduction des gaz à effet de serre, quand bien même les promesses restent encore faibles. Oui, nous reviendrons sur les mesures compensatoires, mais avant cela, avant de poursuivre, je crois que je tiens à préciser que la lutte mondiale qui est en train de se faire ne peut pas se faire sans les États-Unis.
tôt ou tard, les États-Unis reviendront dans le giron, reviendront dans cette bataille mondiale afin que cette lutte soit effective. Parce que nous avons une obligation de résultat. Les États-Unis étant l'un des plus grands pollueurs après la Chine, ne peuvent pas oser dire qu'ils ne sont pas conscients de ces changements climatiques. Je crois que Donald Trump nous reviendront, aura à faire volte-face comme il a déjà fait dans certaines de ses décisions pour mieux comprendre que nous avons un grand retard dans le déséquilibre qui s'est produit entre l'homme et la nature et qu'il a intérêt à se mettre du côté de ceux qui prônent l'atténuation. La dernière rencontre, elle était sous le sceau de l'action. Pourquoi action, COP de l'action? C'est-à-dire que toutes les autres COP là, c'était des COP d'inaction. Non, oui, mais c'est une belle question. La COP 22, on pensait que ça devait être une COP d'action. Puisque à Paris, à la COP 21, il y a maintenant un accord juridiquement contraignant. Et avant d'aller à la COP 22, les États ont bénéficié de l'assistance pour élaborer ce qu'on appelle, je le disais tantôt, les contributions prévues et déterminées au niveau national, les CPDN. Et si vous voyez au niveau du Togo, il y a eu, je vais revenir sur les questions, certainement les actions du Togo en faveur des changements climatiques. Vous voyez que le Togo même avait élaboré son CPDN, où le Togo a prévu une réduction inconditionnelle des gaz à effet de serre jusqu'à 11%. Vous voyez, donc chaque État était venu avec des engagements précis et déterminés pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre au plan global. Donc c'est déjà un grand pas. C'est vrai que cela avait été fait dans le protocole de Kyoto, mais ça n'engageait que certains États. Aujourd'hui, c'est tous les États qui l'ont amené. C'est déjà une action. Ensuite, le problème des financements. Puisqu'on en parlait maintenant, les modalités techniques, comment cela doit se faire, les contributions ont tardé à venir. Aujourd'hui, au moins, il y a eu des engagements des États. La France a même déjà fait ses contributions avant la COP. Donc, la France a déjà annoncé sa contribution. Donc, je pense que c'est déjà un pas. Mais quand bien même les défis sont encore énormes, je pense que la COP 22, c'est déjà une COP d'action compte tenu des engagements précis et des modalités de financement, les possibilités de financement qui sont confirmées à la COP 22. Mais nous disons qu'en tant que société civile, nous pensons que les États ne sont pas ambitieux par rapport à les engagements et que nous encourageons les États à faire des contributions plus importantes afin de réduire considérablement, n'est-ce pas, les changements climatiques et de participer à la stabilisation du climat. Oui, plus de 30 chefs d'État, dont le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui une volonté politique réelle? Oui. Disons que, vous savez, les changements climatiques, c'est une préoccupation pour les premiers responsables. Parce que là, si vous voyez que dans votre pays, les inondations envahissent les cultures, il y a par-ci par-là le manque de pluie, les populations ne peuvent pas cultiver, la productivité agricole baisse. Pour un chef d'État, il ne peut pas dormir. Et nous saluons le fait que notre président, est pris part personnellement, de même que plusieurs autres chefs d'État au niveau africain, ce qui témoigne d'une grande volonté politique. Bon, maintenant, il va falloir que cette volonté politique au plus haut niveau puisse être traduite dans les actions concrètes pour soulager les souffrances des populations. On se souvient il y a de cela plusieurs années, du pont d'Amapapé qui a rompu sous les torrents de l'eau, la force de l'eau et plusieurs ponts. Et nous avons vu comment est-ce que l'eau avait détruit plusieurs récoltes, là, mettant vraiment ces agriculteurs dans une situation de pauvreté extrême, de désolation. Et nous avons quand même vu comment est-ce que ça a coûté à l'État pour revenir à la normale. Est-ce que le climat est contre le développement ou c'est l'homme qui est contre le climat? Oui, c'est vrai que c'est l'homme. Ce sont les actions anthropiques qui concourent
au climat, au changement climatique. Donc l'homme doit intégrer. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une politique de développement sans intégrer de manière transversale la lutte contre les changements climatiques parce que c'est réel. Et donc, on en parlera au niveau des actions, au niveau du Togo. Voilà pourquoi au niveau de la société civile, nous pensons que les États doivent intégrer la lutte contre les changements climatiques dans les politiques. Au haut niveau, dans chaque action qu'on doit faire, ça dit que ça doit être dans la vie de chaque jour. Un banquier, par exemple, qui veut financer une construction. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un mécanisme pour voir que ce que je finance ne va pas concourir, va concourir par exemple à la réduction de la consommation d'énergie? Est-ce que les matériaux qui seront utilisés sont durables? Tant que au niveau de l'État, de chaque État, nous n'arrivons pas à traduire tout cela dans les actes concrets, les changements climatiques resteront toujours dans les papiers. Et c'est ce que nous remarquons dans l'ensemble des pays africains. Peut-être que je vais en parler quand nous allons revenir au niveau sans critiquer, parce que je sais que l'État togolais est en train de faire beaucoup de choses que je vais rappeler. Et on pense qu'il faut maintenant aller au-delà des paperasses pour que ce soit dans le suivi quotidien. D'accord. Effectivement, nous allons tomber sur la participation togolaise. Le Togo a pris part à un plus haut niveau. Quelles sont les actions entreprises concrètement sur le terrain pour lutter contre les changements climatiques, à votre avis? Non, le Togo a fait beaucoup de choses, à l'instar de beaucoup de pays africains, avec l'appui des partenaires. Et vous savez que le Togo a élaboré plusieurs communications sur les nationales sur les changements climatiques, dont la troisième communication sur les changements climatiques. Et vous savez, c'est un document qui contient plusieurs informations substantielles. C'est la description, par exemple, des circonstances nationales. Vous avez l'inventaire national des gaz à effet de serre, donc les gaz qui polluent, qui entraînent les changements climatiques. Et puis aussi l'évaluation de la vulnérabilité et l'élaboration des programmes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Donc, nous avons cette communication qui est là avec des éléments très clairs, des informations substantielles. Vous avez aussi, comme je le disais, le Togo a élaboré sa contribution prévue déterminée au plan national, ce qu'on appelle le CPDN. Et le CPDN a visé certains gaz que le Togo veut réduire pour lutter contre les changements climatiques. Donc nous avons le CO2, le CH4 et le NO2. Et le Togo vise une réduction inconditionnelle de 11,14%. Donc même sans appui, le Togo pense pouvoir avoir une politique pour atteindre une réduction de 11,14%. Mais de manière conditionnelle, ça veut dire que si le Togo a les moyens qu'il faut, le Togo peut atteindre une réduction de 31,14%. Et puis même le Togo a besoin d'environ 3,5 milliards de dollars pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Donc, le Togo a déjà ses contributions, on sait ce qu'il faut faire. Donc, c'est déjà un pas important. Et le Togo a aussi adopté le PANA. Le PANA, c'est le plan national d'action sur les changements climatiques, qui est une planification. Le Togo a déjà fait une planification sur comment, quelles sont les activités qu'il faut faire, les actes stratégiques, les activités concrètes qu'il faut faire pour pouvoir, n'est-ce pas, appuyer les communautés à s'adapter au changement climatique. Donc tout cela, c'est là. Mais nous, en tant que société civile, nous félicitons le gouvernement, le ministère de l'Environnement pour vraiment tous ces documents de planification. Maintenant, à l'instar d'autres pays africains, parce que c'est pas ce que je dis, ça ne concerne pas uniquement le Togo, mais c'est l'ensemble des pays en développement et surtout les pays africains, c'est que ces documents demeurent souvent des documents théoriques. Planification, stratégie. Et quand vous allez dans tous les ministères, on a tous ces documents de planification, mais qui peuvent rester là pendant 20 ans sans être traduits en des actions concrètes